L'interprétation des variations génétiques consiste à évaluer l'éventualité d'un lien de causalité entre les variations génétiques détectées chez un patient et le phénotype qu'il présente. Avec le NGS, la détection des variations n'est plus limitante, le processus est bien balisé, comme vous pourrez le voir dans les modules suivants, et le véritable défi réside bien dans l'analyse et l'interprétation des variations. On cherche à faire ressortir un signal d'intérêt dans un important bruit de fond de variations non associées à la maladie. Ce challenge consiste à passer des environ 20 000 variations de séquences détectées en séquençage d'exomes, plusieurs millions si on considère le séquençage du génome complet, à entre 0 et une ou quelques variations d'intérêt diagnostique sur un modèle mendélien de variations rares à effet fort. Le processus qui vise à détecter au sein de cette masse de variations la petite aiguille pathogène résulte de la collaboration entre les bioinformaticiens et les biologistes par l'intermédiaire d'abord de la filtration ou de la priorisation des variations et ensuite de leur interprétation. Je vous propose de partir d'un cas concret, du résultat d'un patient, pour revenir rétrospectivement sur les différentes étapes qui ont mené à ce résultat. Il s'agissait d'un enfant vu en consultation par le généticien clinicien ou par le pédiatre, dans un contexte de retard global de développement associé à des particularités morphologiques. L'analyse en NGS a montré l'existence d'une variation d'intérêt diagnostique dans le gène FOXP1, dont voici les caractéristiques, ainsi que le détail des différents arguments ayant permis de déterminer le caractère potentiellement pathogène de cette variation. On peut voir les différents noms attribués à cette variation, la nomenclature G' correspondant à la position génomique, la nomenclature C' correspondant à la position de la variation au sein de la séquence codante du gène, la nomenclature en P' qui indique la prédiction d'effet dans la séquence protéique. Ici, la substitution d'un acide aspartique en histidine. Cette variation ne touche qu'un des deux allèles du patient, elle est donc hétérozygote, elle est absente des prélèvements parentaux et elle est donc de survenue de novo. Et enfin, le compte-rendu indique que cette variation est considérée comme probablement pathogène, classe 4. Cette classification fait référence à la classification en 5 classes qui est très largement employée par la communauté de génétique médicale et qui est basée sur des recommandations de la Société américaine de génétique médicale. Ces 5 classes vont des variations de classe 1 pour lesquelles il existe des preuves importantes que la variation n'entraîne pas de phénotype, à la classe 5 pour laquelle l'implication de la variation comme cause de la maladie est formelle. La classe 3 correspond aux variations dites de signification clinique inconnue pour lesquelles le processus d'interprétation des variations échoue à répondre à la question de l'implication de la variation comme cause de la maladie, souvent par manque d'éléments faisant pencher la balance d'un côté ou de l'autre. Cette interprétation finale des variations en 5 classes se base sur un faisceau d'arguments qui évalue à la fois la pertinence du gène, y a-t-il un phénotype connu associé à ce gène qui est compatible avec le phénotype de mon patient, la pertinence du variant, est-il biologiquement plausible comme cause de la maladie, la ségrégation du variant dans la famille, est-elle compatible avec le phénotype observé, et plus rarement, les tests fonctionnels réalisés orientent-ils sur le caractère délétère de la variation? La réponse à ces questions passe par l'utilisation de nombreuses ressources, et en particulier des bases de données diverses, internes ou externes au laboratoire, des logiciels de prédiction de plus en plus basés sur le machine learning et l'intelligence artificielle, et des tests biologiques supplémentaires pour l'étude de ségrégation familiale. La réponse à ces questions passe par l'utilisation de nombreuses ressources et en particulier des bases de données diverses, internes ou externes au laboratoire, des logiciels de prédiction de plus en plus basés sur le machine learning et l'intelligence artificielle et des tests biologiques supplémentaires pour l'étude de ségrégation familiale et les éventuels tests fonctionnels. Ces différentes ressources et les moyens d'intégrer les données vont vous être présentés dans ce module sur l'interprétation des variations génétiques. Vous avez appris de nombreuses notions. Nous allons, dans cette conclusion du module, prendre du recul et utiliser ces connaissances pour interpréter notre variation d'intérêt. Nous allons voir comment passer des différentes annotations et du faisceau d'arguments que l'on a récolté à une classification précise en 5 classes. Devant le grand nombre de paramètres à prendre en compte, il existe un degré assez important de subjectivité dans l'interprétation
qui peut se traduire par des discordances voire intra-laboratoires. Et pour pallier à ce problème, qui peut avoir des conséquences immédiates en termes de conseils génétiques et de prise en charge des patients, une tentative d'harmonisation des pratiques a été proposée en 2015 par la Société américaine de génétique médicale ACMG, qui définit le cadre de l'interprétation médicale des variations, le format des variations génétiques à prendre en compte, dont on a déjà parlé avec les 5 classes, et surtout les arguments à intégrer dans le processus d'interprétation clinico-biologique des variations, ainsi que leur pondération. Ces recommandations ont été largement appliquées par la communauté de génétique médicale, et elles ont en particulier été validées par des groupes experts français que sont le réseau NGS-DIAG ou encore l'Association nationale des praticiens de génétique moléculaire. Elles représentent donc une base incontournable dans le processus d'interprétation des variations. 8 groupes d'éléments à prendre en compte ont été recensés et pondérés en fonction des différentes situations qui peuvent être en faveur ou à l'encontre de l'implication de la variation. L'idée est que l'on doit aller rechercher ces arguments, puis un algorithme simple fait le décompte et indique le résultat sous la forme d'une des 5 classes. Ces règles ne sont pas immuables et sont bien sûr adaptables, mais elles représentent néanmoins une structuration des éléments d'interprétation et leur pondération dans le but d'harmoniser les pratiques. Si on regarde un petit peu plus en détail les différents éléments, on a d'abord la fréquence de la variation en population générale qui peut orienter la classification dans les deux sens. Une fréquence élevée en population générale sera un élément fort à l'encontre de la pathogénicité, alors que l'absence de la variation en population générale aura un poids modéré en faveur de la pathogénicité. Ensuite viennent les données de prédiction qui, pareil, peuvent orienter la classification dans les deux sens. Par exemple, les variations synonymes sans effet prédit sur l'épissage orienteront vers le caractère bénin avec un poids faible, alors que les variations tronquantes dans un gène pour lequel les mécanismes de pathogénicité et la perte de fonction orienteront vers la pathogénicité avec un poids très fort. Ensuite sont cotées les données de tests fonctionnels, de ségrégation familiale ainsi que d'autres éléments qui incluent en particulier la prise en compte du phénotype présenté par le patient. Pour en revenir à notre exemple de variation dans le gène FOXP1, identifié chez un patient avec anomalie du développement, nous allons coter les différents éléments. Les données de population nous montrent que cette variation est absente de la base GNOMAD, malgré une bonne couverture de cette position. On peut donc valider l'élément pathogène modéré 2, PM2, absent de population générale. Concernant l'impact fonctionnel prédit de la variation, il s'agit d'une variation faux sens pour laquelle plusieurs logiciels de prédiction de pathogénicité des faux sens comme SIFT, Polyphen2 et Mutation Tester sont en faveur d'un effet délétère. Cela permet de valider le pathogène faible 3, PP3. Concernant la ségrégation familiale, la variation a été validée comme de survenue de novo, ce qui est un poids fort en faveur de la pathogénicité PS2. Concernant la ségrégation familiale, la variation a été validée comme de survenue de novo, ce qui est un poids fort en faveur de la pathogénicité PS2. Le phénotype de la maladie associée à ce gène est compatible avec la présentation phénotypique de notre patient, mais cependant il ne s'agit pas d'une présentation clinique très spécifique et donc on ne code pas d'éléments en faveur ni à l'encontre de cette variation. Ainsi, avec un poids fort, un poids modéré et un poids faible, l'algorithme de classification sort la classe 4, probablement pathogène, ce qui personnellement me semble tout à fait adapté compte tenu du faisceau d'arguments récoltés. La classification des variations est donc basée sur des bases de données multiples et sur des logiciels de prédiction qui peuvent évoluer dans le temps. De nouveaux gènes associés à la maladie investiguée peuvent être identifiés au cours du temps, notamment dans certains champs avec une grande hétérogénéité génétique, comme la déficience intellectuelle par exemple. La présentation clinique ou familiale peut également se modifier avec le temps. Tout ceci pour dire que l'interprétation médicale des variations génétiques peut être amenée à changer au cours du temps et qu'elle est dynamique en fonction notamment des données scientifiques disponibles. Enfin, on observe une tendance actuelle vers une certaine automatisation de la classification des variations avec des algorithmes qui sont entraînés à évaluer la pathogénicité des variations basés sur l'intégration des arguments décrits précédemment. Certains logiciels permettent actuellement un ranking des variations en fonction de la probabilité de pathogénicité, mettant en évidence les variations les plus intéressantes avec des résultats qui sont bons. On peut prédire que cette tendance a de l'avenir, mais du fait des innombrables subtilités, j'arrive pas à le dire, désolé.
Enfin, on observe une tendance actuelle vers une certaine automatisation de la classification des variations, avec des algorithmes qui sont entraînés à évaluer la pathogénicité des variations basées sur l'intégration des différents arguments décrits précédemment. Certains logiciels permettent actuellement un ranking des variations en fonction de leur probabilité de pathogénicité, mettant en évidence les variations les plus intéressantes avec des résultats qui sont bons. On peut prédire que cette tendance a de l'avenir, mais du fait des innombrables subtilités... Faut que je change... J'arrive pas. On peut, ouais. On peut prédire que cette tendance a de l'avenir, mais du fait des innombrables subtilités de l'étude génétique des maladies rares, les biologistes généticiens auront probablement du travail pour les années.